Ok, donc j'ai démarré en 2007 comme dev. Ensuite, vers 2011, j'ai commencé à former des développeurs. Et puis maintenant, ça fait quelques années que je fais surtout du sauvetage de projet en fait. Donc, hop, ce serait bien d'avoir le bon truc. Donc justement, j'ai démarré comme dev dans une boîte où on avait un bug un petit peu gênant. Quand on chargeait la fiche client, c'était pas forcément celle qui correspondait au client qu'on avait en face. Bon, gênant. Donc ça a coûté 1 an et 120 000 € pour corriger ça. Mais on s'en est sorti. Alors pourquoi? Parce qu'on n'était pas dans le contexte d'une boîte qui fait de l'édition de logiciels, on faisait plutôt en fait en réalité du logiciel sur mesure. Donc c'est ce qui nous a sauvés. Donc c'est un petit reste que je vous propose là-dessus. J'ai peut-être oublié le disclaimer quelque part. Voilà. Donc il y a plein de points de vue possibles sur ce sujet qui peut être très controversé, mais je connais vos adresses. Faites attention. Donc en général, une base de code, au bout de 3 ans, elle commence à s'éroder, à être victime soit de son entropie, à force de la modifier, on augmente la complexité cyclomatique, soit de l'obsolescence en fait, de la stack technique. Du coup, une solution que beaucoup d'éditeurs de logiciels utilisent, c'est de prendre un emprunt à la banque, de monter une équipe toute neuve qui va travailler que sur la V2, donc qui va avoir le coût de 2 équipes de développement avec les recettes d'un seul logiciel. Bon, c'est une recette, évidemment, pour aller directement au dépôt de bilan. Donc, le autre problème, le métier d'un éditeur de logiciel, c'est normalement de mutualiser des solutions entre plusieurs clients. Or, ce qui se passe au cours de l'histoire d'un éditeur, c'est que généralement, vous allez faire du spécifique pour les clients pour arriver à vendre, pour plaire, en fait. Et ça, c'est le piège. Du coup, ces clients, au bout d'un certain temps, ils vous tirent vers le bas. Généralement, dans votre gestionnaire de conf, vous avez pratiquement dans votre gestionnaire de version, vous avez pratiquement une version, une branche par client. Donc, quand vous avez 100 clients, ça commence à être un petit peu gênant. Et du coup, à chaque fois que vous déployez, vous cassez des trucs, vous faites des bugs. Voilà. Donc, faites pas ça. Hein. Alors, idem, déployer Scrum d'un coup comme ça. Scrum, c'est génial. Je ne pourrais jamais être assez avocat sur Scrum. Mais dans la plupart des cultures d'entreprise, vous n'êtes pas prêt. Il faut se le dire. Donc, utilisez une méthode plus progressive, par exemple Kanban, qui vous permet de garder votre hiérarchie, vos process. Comme ça, vous ne ferez pas peur aux anciens de la boîte qui s'en prendront à coups de batte à vos voitures le soir. Et vous pourrez évoluer beaucoup plus doucement en mettant en place un moteur d'amélioration continue, donc la fameuse route Deming, Plan, Do, Check, Act. C'est pas évident, justement, c'est ce qu'on loupe généralement quand on fait du Kanban, c'est qu'on oublie cette amélioration continue. Parce que Kanban peut être un petit peu confortable. Mais du coup, si vous n'avez pas d'amélioration continue, vous n'avez pas de Kanban. J'ai loupé une slide, non? Non, c'est bon. Il y avait deux Big Bang. Ok, troisième Big Bang, celui sur le code. Donc, à éviter, on ne change pas tout le code d'un coup, on ne se lance pas sur une nouvelle version from scratch. Donc là, il y a Robert Martin, Uncle Bob, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Clean Code, qui est la référence en la matière. Si vous êtes CTO, votre métier, il faut le savoir. En réalité, c'est d'aller le soir chez vos développeurs, de les border et de leur lire un chapitre de Clean Code. Ouais. Donc la base de Clean Code, c'est quoi? C'est la règle du Boy Scout. C'est assez simple, c'est laisser l'endroit plus propre que vous l'avez trouvé. Alors comment on fait quand on est dev? Notre métier, c'est de... Merci de ne pas me faire rire, mais c'était prévu pour... Je me suis éclaté en faisant ce talk. Donc votre métier, c'est de prendre un gros problème et de découper en un tas de petits problèmes. C'est ce qu'on va faire exactement avec Clean Code. Donc du coup, l'essentiel de Clean Code, c'est de développer de façon sécurisée. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attaquer à un code incompréhensible qui a vieilli et souvent mal vieilli, comme ça d'un coup. D'abord, on va commencer par le lire, ce code, pour le comprendre. Une fois qu'on l'a compris, on va rajouter dedans des commentaires, mais des commentaires qui parlent de ce que fait le code d'un point de vue fonctionnel, de ce qu'il doit faire, et non pas des commentaires techniques. On n'a pas besoin des commentaires techniques. Le code, c'est la doc. Les tests, c'est la doc.
Voilà. Donc, si vous savez lire la syntaxe, ça roule. Et deuxième chose, avant de coder, on va mettre en place des tests. Alors l'idéal, évidemment, c'est les tests unitaires et les tests d'interface automatisés. Ça, c'est le rêve. Mais moi, j'ai vécu à Angers il n'y a pas si longtemps que ça, et il n'y en avait pas. Donc comment on fait dans ces cas-là? On fait du test à la main, je sais, ça fait mal. Et donc du coup, vous connaissez UML, donc vous écrivez votre use case nominal, vous écrivez vos principaux use cases alternatifs, les cas où ça ne doit pas marcher, etc., les traitements d'erreurs principaux, et vous les jouez vos tests à la main. Mais vous documentez ça, et vous le documentez avec votre code. Donc l'outil idéal pour faire de la doc, c'est le style Javadoc. Pourquoi style Javadoc? Parce qu'ensuite, ça va être parsé, que ce soit par Javadoc ou par Doxygen. Ça va vous générer un mini-site qui est votre documentation de votre code tel qu'il est, pas tel que vous imaginez qu'il est. Donc ce mini-site, vous pouvez l'explorer, vous avez vos appels de fonctions, vous savez où vous allez, et vous naviguez dans votre code de cette façon. C'est super confort. À quoi ça ressemble du code qui a été refactoré de façon propre? D'abord, c'est un code qu'un non-développeur peut lire, parce que c'est sujet, verbe, complément. Donc le sujet, c'est un objet, par exemple, qui a une méthode, donc une fonction. Donc là, c'est un verbe. Et ce verbe, il reçoit en paramètres des arguments, donc des noms communs, des variables, par exemple. Notre problème en tant que développeur, c'est que souvent, on est un petit peu trop doué, donc on va faire des regex, des choses comme ça, des trucs les mains dans le dos. C'est pas bon du tout. Un code, il doit pouvoir être lu par quelqu'un qui n'est pas développeur ou un développeur débutant. Et trop souvent, on a des développeurs débutants qui se pensent nuls parce qu'ils n'arrivent pas à lire le code des développeurs chevronnés. C'est l'inverse. Celui qui a été nul, c'est le développeur chevronné qui n'a pas su faire simple. Et c'est difficile de faire simple. Donc pour limiter la charge cognitive de la personne qui lit le code, et on passe 8 heures par jour à lire du code, donc ce qu'il faut, c'est des fonctions atomiques, un code qui se lit simplement, et des fonctions qui font une seule chose. Derrière votre bouton enregistrer et imprimer, il y a deux appels de fonctions, une fonction enregistrée, puis la fonction imprimée, le try-catch qui va bien, tout ça. D'autre part, essayer de se souvenir de ce qu'il y avait au début d'un texte qu'on a lu et qui n'est plus affiché, c'est un enfer. Donc, on limite les fonctions à une page écran. Voilà, une fonction fait une seule chose, elle devrait pouvoir faire en peu de lignes. D'autre part, un défaut qu'on a depuis qu'on fait du dev objet, c'est que les gens, comme c'est un objet, c'est lourd, ils le passent souvent par référence. Ou moi j'ai connu l'époque du C++, on passait des pointeurs. Du coup, ça nous amène à modifier le variable global. Ce fameux bug qu'on avait, c'était lié à l'abus de variable globale dans le code. Donc, ça peut vous paraître bizarre, mais n'utilisez pas les pointeurs, n'utilisez pas les références, évitez au maximum de le faire. Passez plutôt, par exemple, un tableau. Votre objet il est capable de générer un tableau. Ce tableau, la fonction va le recevoir en argument qui va être utilisé par copie. Vous allez travailler sur cette copie et la fonction va renvoyer la copie de ce tableau. Et l'objet va être capable d'ingérer ce tableau, il va parser le tableau pour se mettre à jour avec ça. C'est une façon de faire, par exemple. J'essaie de trouver des solutions simples parce qu'on n'est pas toujours dans des environnements technologiques de folie et on n'a pas tous un niveau monstrueux. Là, il y a le petit contraste avec le talk précédent. Bon, généralement, chez un éditeur de logiciels, le code il est pourri de if site, if client. Voilà, il est très spécifique. Donc, ce que recommande Uncle Bob, c'est d'utiliser le polymorphisme. Si vous n'en êtes pas là au niveau dev objet, pas la peine de faire des complexes. Il suffit de rendre les choses un petit peu variabilisées. Donc, un site, c'est de la config. Si je change d'imprimante, je change de config, je ne change pas de code. Et c'est des options. Et ça, c'est pour les clients. Il faut avoir des options. Un client, il achète des options ou pas. Il y a de la config spécifique client et puis il y a des options. Une très bonne façon de faire, quand on parle notamment de polymorphisme, mais globalement, si vous faites de la musique ou de la vidéo, vous connaissez les plugins, par exemple les plugins VST. Voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. Voilà, votre code il doit devenir modulaire. Alors, si vous avez la chance d'être sur une base de code qui n'est pas encore trop ancienne, vous allez pouvoir faire des choses beaucoup plus intéressantes que de nettoyer derrière les autres. Si vous êtes sur une stack web, je vous invite à vous intéresser à la Jamstack, qui n'est pas assez connue. Donc, JavaScript, API et markup, en fait, c'est du mashup. Donc, par exemple, au lieu d'écrire tout seul une fonctionnalité qui permet de payer sur mon site, eh ben, je vais consommer l'API Stripe. Ça me coûte un petit peu d'argent, d'accord? Mais plus tard, si mon MVP marche, si j'ai validé qu'il y a un besoin marché, eh ben, je pourrais toujours réinternaliser cette fonctionnalité en internalisant les compétences qui vont bien et en débloquant le budget nécessaire. Dans la réalité, la plupart des applis, dans le monde que j'ai connu et qui, j'imagine, existent encore, elles sont de type monolithique. En fait, personne ne connaît les styles d'architecture et ne sait les utiliser. Donc, on fait une grosse bouse. Donc,
faut appeler ça comme ça. Et donc Basecamp a popularisé le monolithe adaptatif. Donc vous allez sur le blog de Basecamp et vous explique comment rendre votre monolithe beaucoup plus modulaire en vous inspirant de ce qu'en font les microservices. Donc j'ai vécu dans un monde où on fait du microservice et ça tourne, mais il y a quand même pas mal de problématiques à faire ça. C'est plutôt un pattern pour les grands du web. Si vous êtes chez un petit éditeur qui démarre, faites plus simple. Voilà, il y a des choses qu'on peut faire qui sont tout à fait élégantes sans aller tout de suite copier ce qu'il y a sur les meilleurs sites techniques. Le principal pour réussir votre V2, c'est de limiter la complexité du code. Et ça se fait au niveau business. Donc il faut mettre les commerciaux, les gens qui s'occupent du produit, les fonctionnels, et les architectes ou les gens qui font du code ensemble autour d'un seul persona, le client idéal, ideal consumer. Et ça va drastiquement réduire votre complexité. Vous n'avez plus qu'une seule branche, le tronc dans lequel vous mettez vos modifications. Donc vous utilisez la loi de Pareto, 80-20, et du coup votre logiciel va devenir beaucoup plus simple. Il va arrêter de faire papa-maman. Il va faire une seule chose, il va la faire bien, vous allez mieux tester, ça va être beaucoup plus confortable. Je résume, 4 règles, c'est extrêmement simplifié, là, tout ce que j'aborde, c'est pour ça que je vous ai mis des liens vers des choses un peu plus poussées. On évite les big bangs à tous les niveaux, ça ne sert à rien de tout réécrire from scratch et de vouloir changer le monde. Ça ne marchera pas, vous allez avoir que de la résistance en face et des problèmes, vous allez redécouvrir des choses, vous allez réinventer l'eau tiède en fait. On a rarement l'expérience nécessaire pour faire quelque chose de bon from scratch. Vous itérez avec la règle du Boy Scout, c'est une règle simple. J'ai subi, moi étant jeune dev, des règles sur mesure pour coder qui étaient faites par le lead dev. Donc c'était ses habitudes de codage à lui qu'il avait mis et il y en avait 3 pages, impossible à mémoriser et à utiliser. Donc faites des règles simples. Une architecture simple, claire et évolutive. Donc il faut que tout le monde sache comment c'est développé. Voilà, on utilise un pattern, c'est le monolithe. Ok, d'accord, c'est un pattern d'architecture. Ça existe, et ça marche plutôt bien. Et puis on se focus sur le client idéal, et jusqu'à vous, les devs, votre métier, c'est de faire quelque chose qui se vend. Sinon, il n'y a pas de salaire à la fin. Donc, on s'intéresse au client, et on se focus sur un seul client, pas chaque client. On n'a pas 100 profils de clients. Notre métier, c'est de mutualiser des solutions. Il est ancien ce slide. Big up à Julien et Laurent. Donc j'ai toute une équipe de relecteurs à chaque fois que je fais un talk. Je me suis bien éclaté à faire ce talk. C'est grâce à Pixabay, parce qu'il y a plein de gens qui partagent leurs œuvres. Donc merci. Est-ce que vous avez des questions? Soyez pas timides. Malgré la salle, les questions sont autorisées.